Ça va? Merci. Ça va. Du Je suis chat. bien installée. Ouais. Bon, elle va contente? Ah bah oui, moi Avec aussi, moi. hein. Alors donc je m'appelle Marie-Jeanne Véraud, j'ai 62 ans, je suis à la retraite. J'ai rencontré Jean-Marie il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Nous nous sommes rencontrés à une exposition de peinture d'un ami commun. Et très vite, bon, nous avons échangé, nous avions plein de points communs, d'intérêt pour la peinture, l'art, le cinéma, etc. Et donc on s'est vus régulièrement et on s'est un peu raconté nos vies. On se voit souvent, souvent autour d'un bon repas, connaissant Jean-Marie, voilà. Et, Avec de et réputation. donc je suis très contente de l'accompagner dans ce projet que je trouve super intéressant. Bah, écoute, je suis très content moi aussi que tu sois là, m'accompagner sur ce point-là. On a des choses en commun au niveau aussi familial, des choses qu'on a Mhm. pu vivre. Et donc, bah, voilà, je pense que tu seras une excellente confidente avec toi. Ouais. Bon, j'espère. Oui, c'est vrai que j'ai pas dit que je suis l'aînée de 6 enfants et que moi aussi j'ai fait quelques années, même de 7, enfin j'ai été dans l'enseignement religieux très longtemps, de l'âge de 4 ans à l'âge de 18 ans, et dont en pension entre la sixième et la terminale. Donc c'est vrai que là nous avons pu partager des ressentis communs. Alors, donc toi, après ces histoires-là de religion et tout, comment tu as construit ton idée de la famille? Donc nous, on était une famille de 5. Toi, tu étais de 6, nous, on était 5, avec des grandes différences entre comment dire, les aînés, les deux aînés, et les trois autres. Et en fait, du fait de la situation de mon père, qui était en brousse, en Afrique, on ne pouvait pas être, disons, tous réunis. Et donc, la fratrie a explosé, s'est disloquée au fur et à mesure des âges, chez des parents en pension, etc., etc., et notamment chez les religieux. On a de temps en temps été rassemblés, mais en fait très très rarement. Et je dirais que le parcours c'est quand même des parcours assez individuels, assez personnels qu'on a pu chacun faire dans sa vie, quoi. Mhm. D'accord. Oui, donc c'est très différent par rapport à moi, où il y a mon père était paysan en Haute-Loire, donc il y avait une ferme familiale, et à laquelle tout le monde était attaché, Voilà, avec la terre, les valeurs religieuses et tout. Et moi, j'ai eu, au contraire de toi, je n'ai eu de cesse que de partir. Voilà. Toi, tu avais envie que ça se rassemble, et moi, je voulais Oui, partir. voilà. Partez aussi. Cette famille recomposée, comment ça s'est mis en place? D'abord avec Louisa. En effet, j'ai épousé des femmes qui elles-mêmes avaient des enfants. Mhm. Donc, Louisa, ma première femme, avait un petit garçon qui avait 4 ans quand je l'ai connu, et on a habité ensemble là, bah, tous les trois pendant très longtemps. Et puis après, j'ai connu Marie-Thérèse, et Marie-Thérèse elle-même avait une fille qui était un petit peu plus âgée quand je l'ai connue, qui était Claire. Et donc, pareil, on a refait une famille un petit peu autour de ça. Alors, donc toi en tant que dans ces recompositions, donc on va d'abord parler de la première. Donc tu débarques, tu es quand même assez jeune, tu as moins de 30 ans, avec un petit garçon de 4 ans. Et alors, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été simple? T'étais le beau-père? Moi, je ne l'ai pas ressenti comme étant difficile. Quand Louisa, un beau matin de septembre, on s'était connus en juin, est arrivée à Aix, rue Sélénie, avec sa valise et son enfant, donc que j'ai accueilli tout le monde, et je veux dire, ça a été quelque chose pour moi d'assez naturel. Je ne me suis pas vraiment posé des questions par rapport à ça. Je dirais que ça a été pareil aussi après pour Claire. Moi, j'ai toujours construit une relation, je dirais, singulière Mhm. avec l'un ou avec l'autre, compte tenu des contextes, hein, et des volontés. Après, on est parti en Côte d'Ivoire pour travailler. On n'était pas mariés avec Louisa parce que
Elle ne pouvait pas divorcer du fait que Franco n'était pas encore mort. Et D'accord. en Espagne, le divorce était interdit Ouais. par la Sainte Église. On est resté 4 ans, campement militaire, et ensuite on est revenu sur Aix. Et donc Louisa a accouché à Aix. C'est aussi une raison pour laquelle je suis revenu, quoi. Je dirais que là, il s'est passé quand même quelque chose d'assez... qui a marqué ma vie d'une Mhm. manière très forte. C'est la maladie de Jordi, quoi. Voilà. Ouais. En plus, il avait quelques mois. Il avait 9 mois, Mhm. donc bon, il a eu une maladie grave qu'on dit, Mhm. et donc il a fait une récidive à 18 mois, et on a vraiment eu vraiment peur de le perdre. Et puis je crois que à la fois ses propres qualités, sa propre vitalité et notre combativité à nous et notre volonté aussi d'en faire un enfant, je dirais, normal, on l'a forcé pour l'école, etc. On n'a pas voulu qu'il reste à l'hôpital. On l'emmenait tous les jours d'Aix à Marseille pour qu'il puisse être soigné, etc. Bon, et donc après, vous avez fini par vous marier avec Louisa. Alors, on s'est mariés et on s'est mariés j'essaie de me souvenir exactement. Donc, ça devait être en 78, mais Ouais. en 79, on divorçait. Bon. Voilà, on a divorcé, c'est comme ça. Et chacun est parti vivre sa vie. J'avais Jordi et Daniel en garde alternée. Et Ah, après, tu avais les deux, genre, tu avais aussi oui, Daniel. la Voilà, fratrie très bien. était, voilà, Mhm. enfin, c'était un peu difficile. Bon, après, Louisa a déménagé sur Vintabrin, donc là, c'était un petit peu plus compliqué. Mhm. Puis Daniel, après, il a grandi, il avait ses potes. Je pense que j'ai pas été un père très excellent, peut-être notamment dans cette période-là, mais ça a été compliqué parce que, je je Mhm. travaillais beaucoup. Mhm. Deux, je faisais de la politique. Mhm. Donc j'étais aussi très engagé. Quand je dis travailler, c'est que j'étais sur la route entre Nice, Perpignan, Mende, dans Lozère, et Mhm. donc c'était un peu compliqué. Donc j'avais une babysitter D'accord. danoise qui s'appelait Dorte, qui faisait l'école des beaux-arts. Elle a quand même assuré beaucoup la stabilité, l'organisation de la famille, de Mhm. la maisonnée. Voilà. Mais quand j'étais là, j'étais un père présent. Ouais. Je leur donnais le maximum de ce que je Mhm. pouvais donner. On jouait beaucoup ensemble, Mhm. etc., quoi. Enfin, on partait en voyage, j'avais déjà un petit camping-car Voilà, à c'est ça que je l'époque. me demandais, Voilà. si tu avais déjà un petit camping-car. J'avais déjà un petit camping-car, on partait. Voilà. La gestion du temps, Mhm. quand on a 34 ans, la préhension du temps Oui. et l'organisation du temps. Enfin, j'ai un truc, par exemple, je dis, ça faisait combien de temps là, ça fait que je ne suis pas allé dans le Luberon? Mhm. Ben, j'en sais rien, ça fait des mois. Alors que, comment dire, à cette époque-là, pour un oui, pour un non, on partait. Mhm. On était capable de Ouais. faire des dizaines, voire une centaine de kilomètres pour aller dans un coin, Mhm. voir un autre, etc. On dormait dans le Oui, c'est camping-car, ça. on s'embêtait Mhm. pas, mais pareil, on circulait un peu partout et tout. Mhm. Mhm. Voilà, c'était. Et on avait le temps de le faire. Et Ouais. c'était du temps qui était du temps plein. Il y a plusieurs façons de donner de l'amour. Beaucoup de façons. Mhm. Et chacun le donne avec les moyens qui sont les siens. Moi, un des moyens, et de mes meilleurs moyens, c'était la bouffe, la Mhm. cuisine, Mhm. le goût, ce qui tourne autour, le jardin. On a toujours eu un jardin. Dès qu'on a pu, on a eu un jardin. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à La Réunion, que ce soit dans le Lot. À La Réunion, on avait un jardin Mhm. floral, des avocats, des pamplemousses, de tout. Mais voilà, donc il y a toujours cette relation-là Mhm. à la terre. Et c'était ma manière à moi de donner de l'amour.
Et donc, alors après, tu parles de La Réunion, 89, c'est par là que tu as connu Marie-Thérèse, il me semble. Alors, je connais Marie-Thérèse en 84, 83 exactement, on s'est mariés beaucoup plus tôt, là. en 84. Mhm. Et en effet, après cette période un peu, libertaire, de l'entre-deux marital, oui, bah, j'ai rencontré Marie-Thérèse, qui avait une petite fille qui s'appelait Claire, qui avait 6 ans. Et puis là, bah, disons que là, en termes de recomposition, les choses étaient différentes dans la mesure où la relation entre Marie-Thérèse et Jordi n'a pas été évidente au départ. Oui. Et la relation entre Jordi et Claire n'était pas évidente au Mhm. départ. Et moi-même, Marie-Thérèse, avait du mal à trouver sa place. Moi, j'avais aussi du mal à trouver notre place. Mhm. Donc il a fallu un certain temps pour que tout ça se fabrique. Voilà. Ouais. Et donc aujourd'hui, en fait, tu les vois tous régulièrement. Ben oui, hein, aujourd'hui on pourrait dire que voilà, c'est une grande famille Recomposés. alors, qui est alors, sur-recomposée. Sur-recomposés. Marie-Jeanne, il y a une question que je voudrais te poser. Oui, je t'en prie. C'est pour toi, Ouais. c'est quoi la définition de la famille? Quelle définition tu donnerais? La famille. Moi, alors, ça, il y a la famille de sang et la famille, effectivement, avec les amis, etc. Alors, moi, la famille de sang, moi, la mienne, elle est très grande, mais je me sens un peu loin. Et donc, pour moi, ça se réduirait plutôt à mon fils et moi. Ça fait vraiment pas beaucoup de monde. Et la compagne de mon fils, évidemment. Et l'autre grande famille, elle n'est pas pour moi au quotidien, elle ne me nourrit pas, elle est loin, et c'est pas quelque chose dont j'ai besoin pour vivre. Voilà. Et après, la famille des amis, ça c'est plus important. Voilà, des gens sur qui on compte, qu'on peut voir quand on a envie, qui sont partagés des goûts, des sorties, des échanges. Voilà, ça serait pour moi une famille plus importante. Ça me fait penser à ma grand-mère qui me disait un jour, ma grand-mère qui était très ouverte pourtant, et qui me disait, tu sais, les amis c'est bien, mais quand on a besoin, il n'y a que la famille sur laquelle on peut compter. Et ben moi je ne suis pas d'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord, c'est pas comme ça que je le vis. Voilà. Et donc moi je pense que je n'ai pas la même idée de la famille que toi. Tu m'as posé beaucoup de questions sur moi et ma descendance. Ouais. Mais tu m'as pas posé de questions sur moi et mon ascendance. Mon grand-père maternel, je ne l'ai pas connu. Mon grand-père paternel, il est mort, j'avais 3 ans. Ma grand-mère paternelle, je ne l'ai pas connue. Ma grand-mère maternelle, elle est morte quand j'avais 7 ou 8 ans. C'est-à-dire que je n'ai pas eu, moi, de filiation avec mes grands-parents. Ma mère est morte, j'avais 22 ans. Mon père est mort, j'avais 27 ans quand Jordi est né. Donc eux, je les ai beaucoup, j'ai eu le temps de les voir, mais on a été séparés. On a très très peu vécu ensemble, notamment avec les 2 aînés. Ouais. Donc, en effet, quelque part tu as raison, du coup, ma famille de sang, elle est nombreuse en amont, mais dans la réalité, elle est... Et donc c'est le contraire par rapport à moi, toi, voilà, c'est exactement le contraire. Elle est plutôt là, quoi. Ouais, voilà. ouais. Alors en tant que grand-père, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation de grand-père aux petits-enfants? Alors, je disais qu'avec avec mes enfants, j'ai eu avec chacun une relation originale. Ouais. Avec les petits-enfants, alors on fait un peu le point. Donc, il y a les enfants de Daniel. Mais Daniel, on a 20 ans de différence. Oui. Et si tu veux, ces enfants, ils étaient déjà, ils ont grandi, entre guillemets, très vite. Quand je suis revenu de La Réunion,
Max avait déjà 3-4 ans. Je n'ai pas eu avec Le partage de la toute petite enfance. le Ouais, partage c'est de ça. la toute petite enfance de la même manière qu'avec les autres. Alors ensuite, les enfants de Jordi, donc Noah, qui est la seule fille des 7, Mhm, mhm. la seule fille. Donc évidemment, on a forcément, avec la petite fille unique, une relation un peu différente, qui est une relation de cœur, etc. Et qui est, comment dire, bon, je sais pas, ouais, bon, voilà, c'est la petite fille adorée, etc. Mhm, Ensuite, avec Elijah, on a une relation très particulière. mhm. Je le dis comme ça parce que on a une relation très, très complice, très intime, de connaissance du monde, du monde de l'art, etc. Tout petit, je l'emmenais comment dire, au musée, au spectacle et compagnie. Avec Marcello et Virgile, comme ils habitaient à Paris, ou en Normandie, ou dans la banlieue parisienne, déjà, on se voyait beaucoup moins souvent, encore que, enfin, ils venaient souvent, mais quand même, on a eu une relation qui était très forte. Marcello est très lié à sa grand-mère. Mhm. Et donc, je suis dans ce wagon-là aussi. Et ben voilà, moi, avec Virgile, comme avec Elijah, comme avec Noah, j'ai essayé de passer des choses. Après, chacun le reçoit Mhm. comme il le peut. Donc les valeurs que tu penses que tu as transmises ou que tu aurais aimé transmettre ou que tu penses que tu as transmises, les valeurs essentielles par rapport à tes enfants et tes petits-enfants. Alors, il n'y en a pas un qui est facho. Bon, ça c'est très bien. Non, non, mais je ne l'ai Non, pas. mais ça c'est vraiment important, hein. Deuxième caractéristique que je donnerais aux enfants, c'est que je pense que chacun sont des vraies personnalités. Mhm. Et quelque chose qui sont différents. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Quand on passe des vacances ensemble, on voit bien que chacun va mener sa vie, ses trucs, ses Mhm. machins de son côté, etc. Bien qu'alors ils se rassemblent tous à un moment sur une plage, par exemple. On passe des vacances d'été très Mhm. souvent. On loue une maison, un bungalow, un truc. Alors moi, j'ai attendu d'avoir 40 ans pour avoir un enfant et je pense que c'est pas pour rien. C'était vraiment de réfléchir à ce que c'était d'avoir un enfant. C'était ne pas replonger dans le modèle familial classique. Je suis la seule des 6 enfants à ne pas m'être mariée, à être partie vivre dans une grande ville. Et donc moi, je pense que j'ai dû transmettre un contre-modèle, je pense, parce que pour moi, j'ai été vraiment dans le contre-modèle. Donc voilà, je pense que je lui ai transmis une forme de liberté, d'ouverture, c'est à partir de soi et de ce qu'on ressent qu'on décide, etc. euh, qui n'était pas vraiment ce qui était pratiqué dans ma famille. Moi, je pense que quand on parle de transmission, d'abord, on n'y pense pas. Bon, bien sûr. C'est que voilà, enfin, tout le temps où on est parent, on est actif par rapport à ses enfants. Et je pense que c'est par ce que l'on fait, ce que l'on met dans sa vie et dans sa relation avec les enfants, que l'on transmet ou que l'on ne transmet pas quelque chose, ou qu'ils vont garder de ce que l'on est ou de ce que l'on expérimente, etc. Moi, je sais que mes enfants, par exemple, mon attitude maritale de divorce et de tension dans les couples, c'est pas vraiment quelque chose qu'ils garderont dans leur vie. Mais par contre, Ils ont divorcé aussi. ils pourront vivre cette expérience-là, Ouais. ils peuvent vivre cette expérience-là Mm. également. Donc, je pense que c'est difficile. Je crois en parler tout à l'heure, disait quelles sont les valeurs qu'ils ont, quelles sont les valeurs qu'on a pu transmettre. Bon, moi je crois que globalement c'est un humanisme. Ouais. Mhm. Je pense que après chacun va le bricoler, mais la vie est un grand bricolage, mais chacun va bricoler son humanisme ou ses valeurs humanistes à sa manière, d'autres par un engagement politique, d'autres par autre chose.
Mais je pense que cet amour de l'autre, de l'autre, l'amour du différent, l'amour de celui qui est sur Terre, etc., d'un autre pays ou d'ailleurs et tout ça, je pense qu'ils l'ont et je pense que cette valeur-là, elle s'est aussi transmise quelque part aux petits-enfants.